Évidemment, espère être un petit peu gratifié de popularité grâce aux Jeux Olympiques. Il s'est exprimé à la mi-journée sur l'esprit des Jeux qui doit perdurer. Écoutez-le. Cet esprit des Jeux nous montre une chose très simple. Thierry Henry le disait très bien avec ses mots il y a quelques jours au moment de la finale. C'est que quand on est tous ensemble, on est imbattable. C'est ça ce que nous ont montré ces Jeux. C'est ça. Et c'est extraordinaire. Ils nous ont montré que quand on sait avoir un objectif commun très simple, on est inarrêtable. Que l'impossible n'est même pas une frontière. Il n'est pas français, oui. Et ça, je ne veux pas qu'on l'oublie. Fabrice Hakoun, effectivement, alors on sent ce soulagement de la part de chef de l'État, cette volonté aussi de surfer là-dessus. Le problème, c'est que quand un Tony Estanguet ou un sportif dit ce genre de choses, ça peut prendre. Quand c'est le chef de l'État qui est un peu clivant, on imagine qu'il y a quand même une partie des Français que ça peut hérisser plus qu'ils n'ont envie d'aller dans son sens. Oui, alors, bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est dans son rôle. Bien sûr. Ça aurait été quand même surprenant qu'il fasse un bilan sur un bilan négatif, soit dire qu'on va retomber dans la tristesse, etc. Donc, c'est une formule, on va dire, de convenance. Et le problème, c'est que de toute façon, il est tellement démonétisé, tellement discrédité aux yeux de l'opinion et aux yeux des Français que, quoi qu'il dise, il va agacer. C'est-à-dire que, donc, de toute façon, je pense qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui pour le président de la République, c'est de continuer à exprimer un point de vue quel qu'il soit, sans que ce soit un point de vue qui ne le discrédite, ou en tout cas qui n'irrite, même s'il dit une vérité absolue. C'est vrai que Georges Fenech, ce que dit actuellement, ce qu'on a entendu du chef de l'État, on ne peut pas lui attribuer de mentir ou d'utiliser une situation, c'est-à-dire qu'il est dans son rôle. Ce qu'il dit est plutôt vrai, mais c'est le problème de la récupération politique. On va dire quand c'est un politique qui le dit, souvent, ça passe moins et ça n'a pas le même retentissement. Nous attendons du président de la République qu'il nomme un Premier ministre. Ça serait bien. Ce n'est pas uniquement la question qui va-t-il nommer à Matignon. Il y a une autre question derrière. C'est à qui il va remettre le pouvoir. Vous voyez bien, c'est complètement différent. Parce que nous allons rentrer dans une nouvelle période de cohabitation, en fait. Et vous, on va avoir une lecture parlementaire de notre Constitution et non plus présidentielle. Elle est présidentielle lorsqu'il y a concordance entre la majorité présidentielle et la majorité à l'Assemblée nationale, le phénomène majoritaire. Là, c'est fini. Les macronistes ont perdu, et largement perdu. Donc, le président va nommer et remettre le pouvoir à un Premier ministre qui sera tout puissant, à condition évidemment d'avoir sa majorité à l'Assemblée nationale, pour mener, selon l'article 20 de la Constitution, déterminer et conduire la politique de la nation. Du pays. Et je rajoute, ce Premier ministre-là sera indéboulonnable. C'est-à-dire que le président, une fois qu'il l'a nommé, il ne peut plus le démissionner, en quelque sorte. Il pourrait être renversé par une motion de censure, bien sûr. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit la première ministre autoproclamée, Mme Castex, c'est très drôle, hein. Elle se comporte déjà comme si... elle envoie des lettres aux parlementaires. Franchement, devrait planter une tente, la rue de Varennes. Voilà, c'est parce que ses congés se terminent bientôt. On rappelle qu'elle est au congé jusqu'à fin août, donc je pense qu'elle se dit qu'après, il va falloir retourner travailler. Il y a un côté un peu, j'allais dire presque pathétique de cette situation. Mais que ce soit elle, admettons, que ce soit le nouveau Front populaire, il appliquera, ils nous l'ont dit d'ailleurs, leur programme. Ou que ce soit un nouveau Premier ministre qui soit issu, disons, du centre droit, il appliquera le programme également de cette couleur-là. Il n'y aura plus de politique du en même temps, en quelque sorte. Voyez-vous ? Donc c'est ça que nous attendons tous maintenant. Et quand même, c'est une très très lourde responsabilité du chef de l'État de faire en sorte de trouver la bonne personnalité qui soit en capacité d'avoir au moins une majorité relative, le temps nécessaire à ce qu'on retrouve un jour ou l'autre une Assemblée nationale, disons, plus conforme au phénomène majoritaire qui nous caractérise. Et on en reparlera justement un peu plus longuement d'ici une dizaine de minutes. Ce qui est aussi intéressant, Sabrina Medjeber, et on va voir à quel point la ferveur des Jeux Olympiques peut continuer ou pas. Parce qu'on le rappelle, à partir du 28 août, il y a les Jeux Paralympiques. Et ce qu'on voit, c'est que les billets qui avaient plus de mal à partir que pour les Jeux Olympiques
commence à trouver beaucoup de preneurs, etc. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que la ferveur pour les Jeux Olympiques, c'est aussi important qu'elle perdure pour tous ces athlètes qui, comme les athlètes olympiques, ont fait des efforts toute leur vie et il faut aussi les mettre en avant au moins autant que les athlètes olympiques parce qu'on dit souvent que malheureusement, les Jeux paralympiques, c'est un peu le parent pauvre souvent de l'organisation et de la compétition. Oui, vous avez raison, Élodie, de soulever que ça a créé une impulsion incroyable, d'ailleurs même sur certains chiffres. Alors il y a certaines prédictions. La Banque de France, par exemple, prévoit une hausse de plus 0,5% du PIB sur le dernier trimestre. Donc il y a, par exemple, j'avais noté une personne qui s'appelle Richard Venopoulos, qui est le spécialiste du tourisme et président de Tourcom, qui est un site des agences de voyage, qui est plutôt satisfait justement de la hausse des réservations, alors que en amont, malheureusement, on a eu beaucoup d'annulations d'hôtels, des taxis qui ont été, pour lesquels la situation a été compliquée, des commerçants qui ont dû fermer à cause, ou en tout cas mettre au chômage technique certains de leurs employés à cause des barrières, etc. Donc, c'est vrai que ce qui s'est passé là pendant 15 jours a été, pour l'économie française, une grande chance. Pour la symbolique politique, une forme d'apaisement et d'espoir, on peut dire ça comme ça. Une parenthèse enchantée. Une parenthèse enchantée, absolument, d'où le mot, ce fameux aphorisme trêve politique et trêve olympique. Maintenant, Georges le rappelle, cette tripolarisation de l'Assemblée nationale va être très très compliquée pour faire émerger une figure qui sera à même de conduire la politique du gouvernement, à condition, encore une fois, selon les règles de la Constitution, que ce soit le président de la République qui nomme cette personne. Madame Castet, elle fait sa campagne. Je n'ai jamais vu un Premier ministre faire sa campagne. On parlera de ça plutôt, oui, effectivement, voilà. Après la pause. Exactement. Et donc, tout ça pour dire que les Jeux Olympiques, non, je ne crois pas que ce soit la fin de la parenthèse enchantée. Je pense qu'au contraire, ça va être une réelle impulsion sur le plan social, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Après, sur le plan de la rentrée parlementaire, là, à mon avis, ce sera un autre type de parenthèse. Je voudrais qu'on écoute une dernière déclaration du chef de l'État, toujours à la mi-journée, quand il recevait tous ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques, les personnels soignants, les forces de l'ordre, les volontaires, les élus. Écoutez ce qu'il disait notamment sur la sécurité. On a 250 000 forces de sécurité intérieure qui ont été mobilisées tout au long de ces Jeux. 35 000 policiers et gendarmes mobilisés chaque journée olympique, venus de toute la France, quittant leurs familles, renonçant à leurs congés estivaux. Merci aux 650 membres de nos unités d'intervention spécialisées, GIGN, RAID, BRI. Ce qui a été fait, c'est une prouesse inédite dans notre histoire en matière de sécurité. Là aussi, c'est une démonstration de force. Et nous avons appris de ces Jeux. Ce qui sera appris de ces Jeux, nous ne l'oublierons pas. Loïc Walder, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des prises de parole du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, de la ministre des Sports, à chaque fois, on souligne à quel point le défi sécuritaire était à la fois une prouesse, un immense défi, à quel point il a été réussi. Et le ministre de l'Intérieur démissionnaire qui disait même hier que la médaille d'or, elle revenait avant tout aux forces de l'ordre. Quand on a sacrifié son été, quand on a été sur le terrain, on imagine que ça fait quand même un peu du bien au moral d'entendre tout ça. Tout à fait. C'était une immense fierté, un grand challenge pour les forces de l'ordre en France, pour cette cérémonie d'ouverture, notamment sur la Seine, qui était la première fois qu'une cérémonie était organisée hors d'un stade. C'était un défi qui était immense et pour lequel les forces de l'ordre ont répondu présentes. Et aujourd'hui, on réalise que ces sacrifices-là sur les vacances, le fait d'adapter au niveau de la famille, ce genre de choses, de reporter nos départs, ça a payé. Et puis aujourd'hui, on ressort grandi avec une fierté exceptionnelle d'avoir pu assurer la sécurité de tout le monde. Et je pense que de le mettre en avant par les plus hauts politiques, c'est quelque chose qui effectivement tente à mettre le moral au beau fixe, en tout cas à rendre les policiers heureux. Et on remercie encore évidemment toutes les forces de l'ordre et tous ceux qui ont été mobilisés pendant toute la durée des Jeux Olympiques, qui le seront encore pendant la durée des Jeux Paralympiques et qui assurent la sécurité et le bon fonctionnement de ces Jeux Olympiques. On va marquer une pause et on se retrouve avec mes invités pour la dernière partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. De retour dans Punchline sur CNews et Europe 1. Les Jeux Olympiques se sont donc terminés et c'est un bilan positif évidemment pour les touristes, pour les Français bien sûr, pour les athlètes, mais aussi semblerait-il pour Emmanuel Macron. Dans les colonnes de l'équipe, le président revient sur ces semaines festives. Il parle notamment évidemment de la situation politique en France. Le décryptage de ses propos est signé Mathilde Ibanez.
C'est un bilan positif pour le chef de l'État. Les Jeux Olympiques ont été une vraie réussite. C'est la démonstration que la France, quand elle se rassemble, sait faire de grandes choses. Les Français ont redécouvert qu'ils pouvaient faire de grandes choses ensemble. Des phrases qui appellent au rassemblement alors que la France vit dans un climat politique particulier. Remarqué lors de la cérémonie d'ouverture, Emmanuel Macron s'est fait siffler par les Français. Je ne les ai pas entendus. Et qu'est-ce que ça apporte de siffler ? Un signe de contestation après la dissolution de l'Assemblée nationale. Une décision importante qui, pour le président, n'a pas eu d'impact sur ces Jeux. Beaucoup de gens disaient que c'est terrible, ça va gâcher les Jeux. Cela les a-t-il gâchés ? Non. Quand on se bat pour obtenir quelque chose, on y arrive. Il faut faire vivre cet esprit. Selon lui, cette annonce et ces élections ont créé un esprit de responsabilité, un sursaut. Quand on a des objectifs communs, quand on travaille ensemble, rien n'est insurmontable. Le message qu'ont envoyé les Français est très cohérent avec les Jeux. Travailler ensemble, c'est ce qu'ils ont dit aux forces politiques. Si pour l'heure, les Français ne connaissent toujours pas le nom du prochain Premier ministre et des membres du gouvernement, Emmanuel Macron a déjà prévu d'annoncer le 14 septembre prochain des mesures d'héritage dans le sport français. Fabrice Hakoun, effectivement, ce qu'on a vu aussi lors de la cérémonie de clôture, c'est que lorsque le nom du chef de l'État parmi les organisateurs a été évoqué, cette fois-ci, il a été applaudi. Ça n'a pas forcément été toujours le cas au Club France. Par exemple, quand on l'a vu apparaître sur les images avec Teddy Riner, il avait été plutôt hué. On peut se dire qu'il y a un petit mieux pour le chef de l'État. Ouais, écoutez, tant mieux, hein, parce que en fait, je rappelle souvent à votre antenne que le président de la République incarne la continuité de l'État, en fait. Il incarne l'État français, c'est le successeur du roi, puisqu'après on avait le roi, et que donc on lui doit, et on doit à sa personne, malgré tout, un certain respect. C'est pour ça que je suis toujours très circonspect quand il s'agit de huer, de siffler, d'insulter, d'injurier, comme c'est souvent le cas maintenant. Il y a cette espèce de culture des réseaux sociaux. C'est Nicolas Sarkozy qui me disait à Miroménil lors d'une de mes visites, qui me disait c'est devenu très compliqué parce que maintenant, n'importe quelle personne peut invectiver le chef de l'État en le tutoyant sur Twitter. C'est effectivement assez compliqué, en fait, et je trouve qu'il faut savoir. Il y a un manque de revenir, respect de la fonction, quelque part. Exactement. Et donc, on peut saluer la fonction, on peut respecter la fonction, tout en étant circonspect sur la personne. Sabrina Medjeber, on l'entend aussi et on le lit, le chef de l'État dans l'équipe, dire que la dissolution n'a pas gâché la fête. Alors certes, la dissolution n'a pas gâché les Jeux Olympiques, mais quand même la dissolution a créé une sorte de trouble et on voit bien que ça influence aussi la suite de la politique. Il ne pouvait pas nommer de nouveaux premiers ministres, donc de nouveaux ministres de l'Intérieur et ministres des Sports, entre la dissolution justement et les Jeux Olympiques parce que c'était trop risqué. Donc ça ne gâche peut-être pas la fête, mais on ne va pas dire que c'est totalement étranger et décorrélé. Oui, absolument. Et d'ailleurs, ça a été à dessein. Hein. S'il n'a pas nommé de Premier ministre et donc un nouveau gouvernement par la voix du Premier ministre, c'est bien parce qu'il nous a seriné de trêve olympique et de trêve politique. Et fort heureusement d'ailleurs, puisque je n'imagine pas un ministre de l'Intérieur démissionnaire comme Gérald Darmanin précisément démissionner à la veille des Jeux Olympiques. Donc ça a été bien réalisé sur la forme. Mais effectivement, il y a un parallélisme précis là, des formes entre eux. Vous voyez, le message qui est envoyé, la symbolique, c'est nous sommes capables de faire des choses ensemble, nous sommes capables de vibrer de façon fédératrice ensemble et en sous-bassement ou en sous-texte, eh bien, ce serait bien que les forces politiques finalement prennent exemple sur la capacité des Français à se ravir et à s'enchanter pour un moment qui a été celui des Jeux Olympiques et de pouvoir le satisfaire au mieux lorsqu'on s'y donne les moyens. Et je trouve que dans les tweets que vous avez montrés là, il y a un réel parallélisme et même une forme de procédé dilatoire, c'est-à-dire une rhétorique qui vise à gagner du temps finalement sur le bilan de ces Jeux Olympiques comparativement à l'avenir parlementaire là, qui se dessine dès la rentrée. Donc je trouve qu'effectivement il y a une forme d'analogie entre la réussite des Jeux Olympiques et l'espoir qu'ils portent quant aux manœuvres parlementaires qui vont arriver là dès la rentrée. Georges Fenech, on voit que le président de la République, on le disait, veut gagner du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu les Jeux Olympiques. Maintenant, il va y avoir les Jeux Paralympiques. Après, on aura le 14 septembre la parade des athlètes sur les Champs-Élysées. Oui. Après, il y a le budget. Après, il y a les vacances de Noël. Il y a un moment donné où on se dit, si le président veut gagner du temps, on peut aller jusqu'où comme ça avec un gouvernement en charge des affaires courantes? Non, budget. Non, on aura un gouvernement plus tard la semaine prochaine. C'est absolument Vous évident. prenez les paris, Georges? Ah oui. Je prends les paris. C'est ce qu'il a laissé entendre d'ailleurs. Il avait dit pas avant mi-août. Voilà, bon, la mi-août, c'est dans 3 jours la mi-août. Hein. Ah oui, mais pas avant, ça veut dire que ça peut être longtemps après. C'est dans 3 jours, hein, donc théoriquement, la semaine prochaine, ne serait-ce que déjà pour préparer le budget de la nation, pas rien, hein, de savoir les arbitrages budgétaires qui devraient
ensuite arriver devant une Assemblée nationale avec un Premier ministre qui présente un budget. Donc je pense qu'on ne pourra pas, et d'ailleurs ça n'est pas souhaitable. La France n'est pas la Belgique. La Belgique a tenu, je crois, 18 mois, comme ça, sans gouvernement. Mais nous avons besoin, effectivement, d'avoir une loi de finances. Et ça, c'est le plus urgent. Puis tout le reste. Donc, il faut qu'il y ait un gouvernement qui soit nommé. C'est inimaginable de penser qu'il faudra attendre encore jusqu'au mois de septembre. On espère. En tout cas, Loïc Walder, le problème de la gestion des affaires courantes, c'est que tous les corps de l'État attendent de savoir un peu à quelle sauce ils vont être mangés, si j'ose m'exprimer. C'est-à-dire que si on cite par exemple le nom de Lucie Castet du Front Populaire ou un Xavier Bertrand pour être Premier ministre, sur la doctrine du maintien de l'ordre, sur la façon dont on va gérer les forces de l'ordre, on n'est pas du tout sur la même façon de faire. Donc on imagine qu'il peut y avoir peut-être de l'inquiétude dans certains rangs de savoir de quel côté en fait la pièce va tomber, parce que ça va forcément influencer un certain nombre de choses de chez les fonctionnaires notamment et tous les serviteurs de l'État. Aujourd'hui, je pense que la police nationale n'est pas préoccupée par ça. On est préoccupé par les Jeux paralympiques qui arrivent. On vient de sortir des Jeux olympiques, c'est notre priorité. Je pense qu'il faut faire face à ces défis sécuritaires-là. Maintenant, peu importe qui sera nommé ou non, nous travaillons dans le dialogue social et la police est professionnelle et s'adapte. Voilà. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le sujet que nous traitons. C'est très républicain ce que vous dites, c'est tout à votre honneur. Mais Georges Fenech. Il y a quand même un parti politique qui réclame la victoire et qui nous dit que la police tue. Et qu'il faut la désarmer. Je ne suis pas certain que dans vos rangs syndicaux, on soit particulièrement ouvert à ce qu'il y ait ce genre de propos qui arrivent au pouvoir. Je ne dis pas. Je ne veux pas vous mettre en difficulté. Non, je ne dis pas qu'on est ouvert à ce genre de propos. Je pense que de dire que la police tue, ce n'est évidemment pas quelque chose que je partage, bien évidemment. Maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas comme priorité de savoir qui sera le prochain ministre de l'Intérieur. Actuellement, nous avons Gérald Darmanin. Et nous avons quand même beaucoup de choses à gérer sur le plan sécuritaire et je pense que c'est peut-être ça notre priorité actuellement. Et au-delà de ça, après les Paralympiques, on a encore, comme vous le disiez, la parade des athlètes qui va aussi être un défi sécuritaire. Donc voilà, laissons la politique aux politiciens et nous occupons de la sécurité. Bravo. C'est vrai que Fabrice Hakoun, on voit aussi ceux qui ont envie que les choses se débloquent un peu, un certain nombre de ministres eux-mêmes, parce que on a par exemple Gérald Darmanin qui doit faire sa rentrée politique à Tourcoing le 15 septembre. Donc si tant est qu'ils sont encore ministres de l'Intérieur le 14, ça complique un peu les choses. Gabriel Attal est certes toujours Premier ministre au moment où on se parle, mais aussi président d'un groupe parlementaire. C'est vrai aussi pour le ministre de l'Agriculture. Et on voit en fait, d'un côté, si on divise, il y a un peu deux types de ministres, ceux qui veulent rester en politique, qui ont déjà un certain rôle et donc qui ont envie de l'occuper pleinement et de ne pas perdre trop de temps. Et il y a aussi des ministres pour qui la politique c'est terminé, qui veulent partir dans le privé, qui se disent, à un moment donné, l'attente c'était drôle, 5 minutes ça devient un petit peu long. Mais oui, parce qu'on sait très bien que rien n'est pire que le doute. En politique comme ailleurs. Enfin, je veux dire, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, il va y avoir des besoins d'évolution. Et en plus, il y a un autre souci qu'on souligne peu, c'est le problème de séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un Premier ministre qui en même temps est élu député, qui va à l'Assemblée, enfin... Oui, qui préside quand même des réunions de groupe, Gabriel Attal. Et puis la rupture est consommée. Enfin, vous savez très bien que c'est toujours dans ces moments-là que les dissensions se font ressentir, alors que la pression continue quand même malgré tout. Et plus personne ne se cache, je pense, entre le chef de l'État et le Premier ministre pour faire savoir par leurs proches et leurs conseillers que ça ne va pas. Ils sont en désaccord total, ce qui est absolument inquiétant parce qu'ils étaient quand même très proches il y a quelques mois, pas très très longtemps, puisque je crois que c'est 7 mois, je crois, pour Gabriel Attal. Ça fait 7 mois qu'il oui, c'est ça, a été nommé. depuis janvier. Donc en 7 mois, une telle dégradation, alors qu'on est censé porter un projet commun. Normalement, ça fédère un projet commun. Normalement, ça fédère quand vous montez un projet, ça fédère, ça soude. Donc ça pose quand même question, effectivement, sur les ambitions de chacun. Mais là, il est clair que maintenant, il faut que ça finisse pour que chacun puisse trouver sa place et surtout pour que ce pays ait la direction qu'il mérite, en fait. Ce pays mérite une vision, ce pays mérite un projet et il mérite mieux que cette espèce de période dans laquelle on est depuis maintenant quelques semaines. Et on va voir aussi ce que disait la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, puisqu'elle s'est exprimée. Alors vous allez peut-être l'entendre et reconnaître des propos que vous avez déjà entendus à peu près toutes les semaines depuis 2022. Écoutez la porte-parole démissionnaire du gouvernement. Je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a
pas de gagnant à cette élection législative. Il y a 3 blocs qui se sont mis en place. Maintenant, le temps effectivement de trouver une personnalité capable de faire coalition et de faire en sorte que les chambres, aussi bien à l'Assemblée nationale et le Sénat, qui est un peu moins diversifié, puissent continuer à travailler simplement pour défendre des idées et pas simplement pour flatter des égos. Je pense que nous sommes capables ensemble, en français, de trouver cette personnalité. Alors, Georges Fenech, ce que dit Prisca Thévenot est tout à son honneur et a une sorte de bon sens, mais depuis 2022 et Elisabeth Borne, on a entendu dire je ne sais combien de fois qu'il faut trouver des compromis, les majorités texte par texte, ce sont des éléments de langage qu'on nous a sortis déjà beaucoup. Et ça n'a pas toujours fonctionné. Avec la nouvelle Assemblée dont on va disposer, on imagine encore moins comment ça peut fonctionner. Il n'y a jamais eu, je crois, véritablement de main tendue du président de la République depuis les dernières élections législatives 2022, qui l'avait privé de majorité absolue. Il n'y a jamais eu vraiment de main tendue vers, par exemple, les Républicains. Il n'y a pas eu cette main tendue. Vous voyez, sur un programme de gouvernement qu'on aurait pu imaginer quand même. Il avait confié, souvenez-vous, à Elisabeth Borne le soin de trouver cette formule. Ça n'a pas marché. Pas plus qu'avec Gabriel Attal. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, cette dissolution a été inscrite déjà le soir des élections législatives de 2022. C'était évident qu'on ne pouvait pas continuer comme ça jusqu'à la fin du... Donc, le président de la République a anticipé une dissolution qui sera arrivée immanquablement au moment de la loi de finances, novembre, décembre. C'était tout à fait prévisible. Mais aujourd'hui, finalement, c'est encore plus compliqué pour le président de la République, parce que pour tendre la main, encore faut-il avoir une main en capacité. Aujourd'hui, il ne l'a plus. Quelque chose à offrir de l'autre côté. Exactement. Il ne tient plus vraiment les rênes, non pas du pays, mais du gouvernement, en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, il doit, en tant que premier responsable de ce pays, faire en sorte que le pays fonctionne. C'est-à-dire qu'il a la charge des institutions, de l'arbitrage des institutions. Et donc, il lui faudra apaiser ce climat qui est quand même anxiogène. Ne pas avoir de gouvernement, c'est quand même anxiogène. Pas avoir de majorité, pas avoir de gouvernement. Pas avoir de vision, pas avoir de cap, pas avoir de programme. On n'est pas au bord du précipice, hein, je ne pense pas. Je l'espère pas, en tout cas. Mais c'est quand même vertigineux de se dire notre pays, 6e ou 7e puissance économique mondiale, n'a pas pour l'instant de gouvernement. Donc il lui appartient de trouver cette personnalité, effectivement, et de lui laisser les clés du pouvoir en application du régime parlementaire, puisque nous allons rentrer, je le disais tout à l'heure, en période de cohabitation. On va continuer la politique, évidemment, dans un instant dans Punchline, mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien.